Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, merci pour votre fidélité à travers nos multiples plateformes de diffusion. Ce soir, le Grand Dialogue s'intéresse à la grogne sociale, une question: quel compromis entre les différents acteurs? L'UNTM et les autorités de la transition sont en négociation en ce moment, négociations qui ont recommencé cet après-midi. Également, il y a les syndicats des administrateurs civils qui sont en grève illimitée. Alors, quelle solution et quel compromis tout court à ces arrêts de travail? Nous allons en discuter avec deux invités aujourd'hui. Il s'agit de Mamadou Goïta, directeur de l'Institut de recherche et de promotion des alternatives en développement IRPAD, Brahima Konaté, membre de l'Association malienne des droits de l'homme. Je suis Mohamedou Touré. Bonsoir et bienvenue à tous. Le grand dialogue. Multiples grèves au Mali. Quelle analyse faites-vous de cette situation, monsieur Konaté? Très bien. Merci beaucoup, M. Touré. Les grèves multiples sont inquiétantes. Si on ajoute à cela le contexte socio-politique sécuritaire du Mali, ça ne fera qu'aggraver davantage les inquiétudes des Maliens. Ceci dit, nous pensons que nous sommes dans une république, que quels que soient les problèmes qui se posent aujourd'hui, nous devons avoir la responsabilité de regarder les problèmes en face et de les discuter de façon responsable, transparente, pour que des solutions qui vont naître de ces rencontres-là soient des solutions durables, pérennes. Si alors on continue dans cette situation qui n'honore personne, ça veut dire que nous allons droit au mur, parce que nous constatons que ce qui aggrave davantage ces mouvements de grève, c'est la crise de confiance. C'est l'absence de transparence dans la conduite des différents problèmes que connaissent le pays. Alors, il appartient aux autorités du jour de comprendre qu'aujourd'hui, ils sont débiteurs de tous les droits que les uns et les autres peuvent revendiquer. Mais en même temps, ils doivent avoir le courage de les reconnaître et de poser le problème en toute transparence pour dire effectivement et montrer aux uns et aux autres qu'ils ne refusent pas, mais qu'il y a lieu de faire face à d'autres urgences. La manière de présenter la chose rendra beaucoup plus facile et ça permettra de bouger. On n'a pas besoin d'être un expert pour dire qu'aujourd'hui, la grève de l'UNTM a causé d'énormes pertes au budget national. Alors, la grève des administrateurs civils, qui est illimitée aussi, paralyse complètement le fonctionnement de l'administration. Nul n'est censé ignorer le rôle et la place des administrateurs dans l'ordonnancement juridique même de l'État. Alors, si on les laisse aller en grève illimitée, ça veut dire que les besoins élémentaires des populations ne seront pas satisfaits, ce qui constitue une entrave grave aux différents droits. Je pense aujourd'hui que les Maliens et les autorités, surtout, doivent vraiment avoir à l'esprit que la conduite de l'État procède d'une prévention des différentes crises. Le Mali est aujourd'hui fait face à nombreuses crises, mais nous ne manquons pas de ressources pour faire face. Il s'agit de définir les moyens, surtout.
L'UNTM était en grève la semaine dernière, en négociation aujourd'hui. Les administrateurs civils en grève illimitée. Les enseignants du supérieur annoncent une grève de 5 jours qui va démarrer le 5 janvier prochain. Alors, M. Goïta, est-ce que vous partagez cette analyse que vient de faire M. Konaté sur la situation? Tout à fait, je suis parfaitement d'accord. Merci à Studio Tamani pour cette invitation. Je partage cette analyse aussi qui a été faite. On a l'impression que tous les Maliens n'ont pas analysé dans sa profondeur la crise qui secoue ce pays. Et que c'est un pays qui est presque au bord du précipice et qu'il suffit seulement de le pousser un tout petit peu qu'on va tomber dans ce précipice-là. Et toute la situation qui est là, c'est une convergence de violations de droits et qui a instauré cette situation qui est dramatique. Parce qu'en voulant agir selon ce droit, comme une grève en ce moment-ci, on viole systématiquement aussi les droits des citoyens d'accéder aux services sociaux de base, d'accéder à d'autres choses qui viennent d'évoquer M. Koné. Donc on est dans une impasse. Et l'impasse va continuer à perdurer tant que les gens n'acceptent pas que chacun doit d'abord réfléchir Mali. Les gens le disent, mais ils ne le pensent pas du tout du fond du cœur. Et qu'on doit s'asseoir et qu'on puisse discuter. Parce que le Mali a besoin actuellement d'éviter cet orgueil institutionnel et cette embellie qu'on pense que chacun dans son soi peut aider à découpiller la situation. Je pense qu'il est temps qu'on se rende compte que ce pays est en train de tomber, que ce pays ne va plus résister si nous continuons sur cette lancée. Et le diagnostic qui a été fait par M. Koné est tout à fait juste, mais je trouve que ça va plus loin que tout ça. On ne va pas parler des autres crises, mais si le Mali continue de cette façon, c'est d'abord qu'on va faire reculer l'ensemble de ceux et celles qui veulent aider ces pays-là, à l'interne d'abord, parce que d'abord, on compte sur notre propre force pour essayer de relever ces pays-là. Aujourd'hui, les paysans ne peuvent plus mener d'activité. Le peu de choses qui les restaient, le recours à des services sociaux de base, ils n'ont plus droit à ça. Ils sont acculés par l'insécurité, acculés par des personnes de toute nature, on ne sait plus qui est qui. Et quand on ajoute à ça que l'État perd de l'argent, c'est un côté, c'est presque cynique. De tout bord, je n'accuse personne. C'est cynique. Le peu que le pays peut avoir pour se mettre en marche, que ce peu n'existe presque plus. On est en train d'assister à une liquidation totale des fondamentaux du pays à cause de ce qui est en train de se passer. Et à force de créer l'escalade, je pense qu'on risque soi-même d'être précipité dans le feu et ça va être extrêmement dramatique. Donc je suis tout à fait d'accord que le diagnostic, les choses sont dans un stade de pourrissement total et qu'il est temps que les gens puissent réfléchir, au-delà donc de ce qu'on pose, qu'on soit fier de causer du tort à l'État, parce que c'est finalement la fierté des Maliens commence à être combien de tort j'ai causé à cet État-là, combien de tort j'ai causé à mon voisin, combien de tort j'ai causé, parce que quand on parle d'un gouvernement, on parle d'un pays. C'est la voie administrative d'un pays. Il y a des personnes qui ont été nommées par des gens pour pouvoir gérer, et donc c'est dans la cohérence avec des faits qu'on peut changer la trajectoire. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises, mais ça ne peut être corrigé qu'en faisant son travail, en aidant le pays à colmater des brèches dans un premier temps, et ce qui va aider les autres aussi à pouvoir s'acheminer vers ce qui doit être la vie d'une nation normale. Le Conseil des ministres du mercredi dernier annonçait un déficit d'environ 700 milliards de francs CFA pour le projet de budget de 2021. Et c'est dans ce contexte qu'à travers la grève de l'UNTM de 5 jours, le baromètre, instrument de veille citoyenne pour le développement, annonce que plus de 7 milliards de francs CFA ont été perdus par le Mali à travers la grève de 5 jours de la semaine dernière. Nous allons écouter Cheikh Oumar Soumano, membre de ce baromètre, qui nous donne plus d'explications. Nous avons estimé 5 à 10 milliards par jour de retard dans l'encaissement des recettes fiscales et douanières. Je m'explique. C'est-à-dire quand les guichets des douanes ou des impôts sont fermés aux entrepreneurs qui veulent payer leurs impôts, donc il y a eu un report sur la date d'encaissement. Donc les pertes financières concernent les commerçants. Et là, on peut estimer à peu près entre 1 à 3 milliards par jour. Ça, c'est vraiment des pertes pour l'économie malienne. Donc
Donc si vous prenez 1 à 3 milliards par jour, après une moyenne de 1,5 milliard, ça veut dire que les 5 jours vont faire à peu près 7 milliards 500 de pertes sèches pour l'économie. Mais en termes de retard dans l'encaissement des recettes fiscales et douanières, parce que nous, dans notre communiqué, nous avons appelé au sens de responsabilité des uns et des autres en demandant de privilégier les voies de dialogue, surtout au gouvernement et à l'UNTM. Et c'est déjà bien qu'ils aient repris le dialogue. Des milliards de francs CFA sont annoncés être perdus dans le pays. Est-il possible de trouver un compromis sans argent, M. Konaté? Bien sûr, il est toujours possible de parvenir à un compromis. C'est ce que j'ai dit tantôt. Nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Nous sommes aussi en période transitoire. Peut-être nous avons naïvement rêvé que c'est l'occasion tout trouvée pour poser les jalons d'un État stable, d'un État fort. Mais dans cette turbulence, il est difficile de réfléchir sereinement à des solutions pérennes. Le compromis, c'est vraiment réunir tout le monde, toutes les parties prenantes, tous les acteurs sociaux autour d'une table. Poser les problèmes clairement, les discuter sereinement, en toute confiance et en toute transparence. Justement, vous avez parlé de manque de confiance. Est-ce que vous pensez que les grévistes vont aujourd'hui accepter un quelconque compromis si on ne leur donne pas de l'argent? S'ils sont maliens, s'ils ont le souci du Mali, de l'avenir de ce pays, des enfants de nous tous, ils sont forcés d'accepter le compromis. Ceux qu'ils disent avoir violé leurs droits sont-ils aussi maliens? Qui ne violent pas de droits au Mali? Oui, vous disiez tout de suite, s'ils sont maliens, ils sont obligés de l'accepter. Mais c'est eux qui estiment que certains, les autorités notamment, ont violé leurs droits. Est-ce que celles-ci plutôt, les autorités sont aussi maliennes? Les autorités sont maliennes. Écoutez, dans un pays où on ne conçoit pas les erreurs des uns et des autres, on ne bouge pas. La grève est un droit fondamental. On ne peut pas nier. C'est une évidence. Et il n'y a pas de développement sans grève. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, est-ce qu'il faut nécessairement aller en grève pour toutes les revendications? S'il y a manque de confiance, le faut-il? S'il y a manque de confiance, ça veut dire qu'on part à un dialogue de sourds. Or, actuellement, nous avons besoin que les uns et les autres s'écoutent. Que les uns et les autres s'acceptent de dire que ça ne va pas. Et qu'ensemble, quelles sont les solutions qu'on peut préconiser pour sortir de l'impasse. Maintenant, si on ne fait pas ça, l'argent ne peut pas tout régler. Oui, vous avez l'argent aujourd'hui. Mais il semble qu'il soit le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Mais le fondement de l'État, ce n'est pas l'argent entre nous. Entre nous. Alors, si aujourd'hui, on dit, bon voilà, il faut satisfaire toutes les revendications, encore que je doute fort que ces autorités aujourd'hui puissent satisfaire toutes les revendications. Les autorités ont conscience de leurs limites. Les syndicats ont conscience des limites de l'État. Ils le savent, parce que c'est eux, les bras armés de l'État. Ceux qui rentrent et ceux qui sortent, c'est eux qui le connaissent. Maintenant, ne pas accepter de s'asseoir autour d'une table, discuter en toute transparence, c'est ça la compromission. C'est ce qui va nous conduire vers le précipice. On va demander à Goïta ce qu'il en pense. Est-ce que vous pensez qu'un compromis est aujourd'hui possible sans argent? Je crois qu'on n'a pas le choix que de passer par là. C'est-à-dire qu'il va y avoir un compromis où le minimum possible, parce qu'il faut dire que l'État est à genoux. Tout le monde le sait, que la situation dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être spécialiste, mais je peux donner des statistiques. Ce que nous avons vécu depuis le début de la pandémie, ce que nous avons vécu par l'embargo, à travers l'embargo, puisque le plus grand pourvoyeur de recettes de l'État, donc qui permet d'avoir ce budget national qui était un budget quand même ces dernières années plus ou moins important, et avec des déficits qui étaient maîtrisables. Est-ce que cela se ressent dans le panier de ménager des autorités de la transition? Est-ce qu'à travers le train de vie de l'État, ce déficit budgétaire, ce problème d'argent qui est soulevé de part et d'autre est ressenti? Mais en fait, il est ressenti, mais on doit avoir cette transparence qu'ils nous disent exactement. Parce que d'abord, la première chose qui devait être faite par cette transition, c'était de mettre sur la table ce qui existait.
Et on avait aussi des espaces, ça c'est l'erreur qui a été commise, qui vient d'être évoquée par Koné. C'est-à-dire que je crois qu'il y a de part et d'autre, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises. L'État malien, dans la situation dans laquelle elle se trouvait, était presque en faillite. C'est clair qu'une douane qui perd à peu près 7 milliards mensuellement, par rapport à... ce sont les deux grands pourvoyeurs de recettes publiques pour alimenter le budget national. On a un budget autour de 2400 milliards à peu près de francs CFA de budget. Donc le déficit, jusqu'à une date récente, on n'avait jamais dépassé les 100 et quelques milliards. Mais il y avait des poches de potentialité de recettes qui auraient pu permettre de colmater ces brèches-là. Mais quand on a passé pratiquement 6 et 7 mois dans ces pertes de recettes déjà, et que nous arrivons à une situation où il y a eu un certain nombre de dépenses qui ont été réalisées pour colmater des brèches, ce qui nous a amené à une situation de ces gens-là, au-delà des aspects liés à la corruption, à des dilapidations de recettes publiques, il y a une situation qui était là, parce que même les déficits budgétaires n'avaient pas été comblés au moment où ces événements s'est passé. Donc du coup, on est dans une situation où il n'y a pas suffisamment de ressources. Première erreur qui a été commise, à mon avis, c'est de ne pas dire au peuple malien ce qu'il a aujourd'hui, ce qu'il a comme liquidité pour pouvoir d'abord satisfaire aux différentes demandes. On ne peut pas, c'est une question d'économie, on ne peut pas redistribuer de l'argent qui n'est pas accumulé. C'est-à-dire qu'il y a une manière de chercher de l'argent, de mobiliser de l'argent et de le mettre quelque part et d'assurer la redistribution à travers les différents secteurs de développement et les secteurs de services sociaux de base. Quand tu prends la structure du budget malien d'ailleurs, la grande partie de ce qui est des investissements structurants pour justement aider à ce qu'on puisse créer de la richesse à travers l'économie, c'est très peu. L'argent qui est mobilisé va au paiement des salaires des fonctionnaires. Donc puisque quand on regarde le trou, c'est à ce niveau. Les autres types d'investissements que nous avons sur les services sociaux de base, etc., la grande partie vient surtout de l'appui des partenaires extérieurs, de certains types de fonds additionnels qu'on peut trouver. Donc si on n'a pas une situation très claire, on va imputer ça de la responsabilité des gouvernants. Mais la situation dans laquelle, parce que ceux qui sont en train de faire la grève étaient aussi fonctionnaires, connaissaient la situation de l'État par rapport au budget, par rapport à la mobilisation des ressources, en tant qu'appareil cheville ouvrière de tout le dispositif de mobilisation des ressources. Donc quand vous savez que ce qu'il y a n'existe pas, la pression pour qu'on puisse déclencher un débat, pour voir comment est-ce qu'on va régler le problème, je trouve que c'est normal parce que c'est un droit, mais quand on tire trop la corde, on va la couper. Et ce n'est bon pour personne. Donc on n'est pas sans reproche de part et d'autre pour dire il faut s'asseoir. C'est ce consensus qui va permettre de régler le problème. Il y aura certainement en partie de l'apport de l'argent. Ce qui existe peut bien être redistribué en partie pour régler certains problèmes. Mais la manière dont les gens... Parce que c'est ce qui a été proposé aussi. Mais c'est ça qui ne convient pas. Et alors, si on veut régler tous ces problèmes, tout le monde sait que ça ne peut pas rentrer. On ne peut pas mettre des ronds dans des carrés sans qu'il y ait de l'espace. On est à un stade aujourd'hui où cet argent ne peut pas exister tant qu'on ne crée pas les conditions. Et au moment où nous, on est en train de se déchirer autour de ces problèmes-là, là où il y a les niches pour mobiliser les ressources additionnelles sont en train d'être complètement détournées de leur usage. Parce que les seuls secteurs qui peuvent nous mobiliser de l'argent, le coton et à l'eau, cette année, l'agriculture est en train d'aller en faillite parce que le minimum d'investissement n'a pas pu être fait. Ça, ce n'est pas la période de la transition, mais ça a commencé déjà avant. Les secteurs miniers, qui peut être un secteur où on peut redéfinir les règles pour mobiliser de l'argent supplémentaire pour investir, est en train d'être complètement démantelé. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui au niveau des mines. On ne sait pas ce qui se passe, même si les structures restent comme telles, mais ce sont des choses qui n'existent plus. La plupart des partenaires techniques et financiers qui contribuent à soutenir un certain nombre de secteurs perdent la confiance à cet état-là. Ils sont en train de perdre la confiance. Donc, si on doit compter sur nous, voilà des problèmes qui existent aujourd'hui où on ne travaille pas, on ne crée pas de la richesse, vous ne créez pas de la richesse, vous n'accumulez pas, et vous n'accumulez pas, vous ne pouvez pas redistribuer. On ne peut pas redistribuer ce qui n'existe pas.
à moins que vous ne soyez justement un charlatan qui va créer de l'argent. Et là, ce n'est pas possible dans le contexte actuel du Mali. Donc, on perd la confiance des partenaires qui amènent un peu pour soutenir, soulager les populations au niveau des investissements, l'agriculture particulièrement. Il y a un certain nombre de projets qui sont en souffrance aujourd'hui. Dans le secteur minier où on peut mobiliser, on n'a plus de lecture parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on est en train d'aller finalement. Les recettes ne sont pas mobilisées et on ne travaille pas pour créer de la richesse parce que la plupart de nos fonctionnaires déjà ne créent pas déjà avant. En termes d'efficacité et d'efficience, le Mali a un niveau catastrophique déjà. C'est-à-dire que quand on prend la gamme des fonctionnaires et on le met en balance avec ce qui est produit au Mali, le niveau d'efficience et d'efficacité est très faible. C'est-à-dire qu'on donne plus que ce qu'on doit pouvoir créer comme richesse. Et quel compromis peut-on trouver dans ce contexte-là? Très bien. Le compromis, je l'avais ébauché. C'est réunir tous les acteurs, pas seulement les acteurs sociaux. Qui d'autre? Toutes les sensibilités de ce pays-là doivent être réunies autour d'une table, poser les problèmes, les discuter ensemble. Personne ne doit être exclu. C'est fondamentalement important. Aujourd'hui... Est-ce que le nombre ne va pas aller au-delà de 50 du moment où ces mêmes autorités ont pris des décisions pour limiter? Écoute, nous sommes dans un État. L'État, c'est la machine qui broie. Et c'est l'État qui a les moyens pour ses politiques, pour ses ambitions. Aujourd'hui, nous sommes dans l'impasse. On est d'accord là-dessus, nous sommes dans l'impasse. Maintenant, la grogne sociale va en crescendo. Les gens sont toujours mécontents parce qu'on est en train de régler tous les problèmes secteur par secteur. Alors, si on règle le problème d'un secteur, l'autre secteur se soulève. Alors, vous demandez que tous les acteurs soient réunis. Qu'est-ce qui a manqué lors des conférences d'entente nationale, dialogue national inclusif, qui devrait être pris en compte cette fois-ci si ce dialogue entre les différents acteurs devrait se tenir? Alors, on retient une chose. Les nouvelles autorités, quand ils arrivaient, ont demandé la trêve. Mais ça n'a pas été matérialisé. Est-ce qu'on se comprend? Ça n'a pas été matérialisé. On aurait compris s'ils avaient réuni les acteurs, comme il a dit tantôt, M. Goïta, de poser les problèmes clairement et distinctement, pour dire voilà nos capacités. Compte tenu de la transition, du caractère transitoire de notre présence ici, on voudrait qu'ensemble, main dans la main, on se dirige vers les solutions qui puissent honorer ce pays-là. Vous pensez que les autres fonctionnaires allaient accepter, après que les membres du Comité national pour le salut du peuple aient accepté de résoudre le problème en ce qui concerne les enseignants signataires du 15 octobre? C'est justement tout le problème part de là. C'est parce qu'on n'a pas pris la mesure des problèmes. On a peut-être minimisé la capacité des nuisances de l'UNTM, qui avait alerté. Qui avait vraiment alerté pour dire que si vous faites ça, nous aussi, on va nous soulever. Connaissant la capacité des nuisances de ce syndicat-là, comment les autorités ont pu se laisser surprendre en prenant une décision à un moment où ils savent qu'ils créent des problèmes, non pas pour eux aussi, mais pour les autorités qui vont être mises en place après. C'est pourquoi la gestion parcimonique des crises n'est pas du tout indiquée. Il faut vraiment le régler de façon globale, de façon transversale, pour que chacun, en ce qui le concerne, met de l'avant vraiment l'État, le Mali, l'intérêt général, l'intérêt qui puisse satisfaire tous les besoins de tous les Maliens. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette expression, puisqu'on l'entend dans tous les discours? Chaque Malien, aujourd'hui, en se levant, demande à ce que le Mali soit mis de l'avant. Mais chacun également dénonce le fait que le Mali ne soit pas mis en avant. Mais ce n'est pas un secret polichinelle pour personne. Comme disent les Bambara, Mali la bébé n'a pas de la quoi. Et chaque fois qu'on veut aller vers un changement et que ça touche... Par de gâteau, vous voulez dire? Narakaroko. Bon, je ne dirais pas en ces termes, mais quand on veut aller vers un changement, chacun veut le changement. Chacun prend le changement. Mais quand ça touche un tant soit peu aux intérêts particuliers d'un certain groupe, alors il se rebelle.
C'est pourquoi j'ai dit, pour aplanir toutes les difficultés, pour les aplanir vraiment, il faut accepter de poser les problèmes sur la table pour dire voilà où nous sommes. Ce qui nous a conduit ici. Voilà, le tout est là. Comment vous voyez une sortie de crise? Parce qu'en fait, tous les reproches aujourd'hui, c'est quoi? L'intervention des militaires sur la scène publique, sur la scène politique, c'est quoi? Ça, c'est la malgouvernance qui a présidé tout ça là. On a dit ça ne va pas, on est d'accord. Mais si les nouvelles autorités interviennent et continuent et de la manière la plus louche, ce n'est pas pour favoriser la sortie des crises, c'est pour davantage nous enfoncer. C'est pourquoi ils se seraient avisés vraiment d'accepter de poser le problème clairement et distinctement en toute transparence. Pour dire, bon voilà, alors tout le problème que nous avons. Ensemble, réfléchissons sur les solutions de sortie de crise. Mais n'oubliez pas ou ne perdez pas de vue la durée limitée de notre présence ici. Nous devons préparer les choses solides pour les autorités à venir. Comme ça, toutes les revendications qui sont là pour les différentes corporations vont être prises en compte par les nouvelles autorités qui vont être mises en place. Mais non, au lieu de ça, c'est des actes ponctuels qui frisent davantage. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps pour nous de nous raviser, de nous asseoir, tout le monde, j'ai dit tout le monde. Ce n'est pas de façon... Aujourd'hui, l'État est en discussion avec l'UNTM. Si l'État faisait un compromis avec l'UNTM, qu'est-ce qui va se passer demain si les solutions sont publiées? De multiples rencontres ont eu lieu. Vous semblez dire que les problèmes réels n'ont pas été posés sur la table. Vous demandez encore des dialogues. Alors, qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été dit concrètement, M. Goïta? Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. C'est-à-dire que nous avons des dialogues de surface. Le dialogue inclusif avait posé un certain nombre de problèmes. On est arrivé par la suite en disant, bon, on est parti dans les génériques. Et le Mali ne peut plus se permettre d'aller dans les génériques. Chacun dit, je suis patriote, je suis ceci, mais du fond de lui-même. Et quitte la salle, l'acte qu'il va poser devant le CICB, tout simplement. Tout simplement, l'acte qu'il va poser est opposé complètement à ce qu'il venait de dire dans la salle. Ça c'est sans pas les gestes. Juste boire cette eau et jeter la bouteille. Il venait de dire tout de suite que le pays est sale. Il vient de dire dans la salle que... Bon, ça, juste de donner les illustrations. Les illustrations. N'en parlons pas sur les aspects de corruption. C'est qu'on est en train de débattre pour trouver un compromis politique sans aller en profondeur dans l'analyse des problèmes. Le problème du Mali est très profond. C'est-à-dire qu'il faut une analyse multidimensionnelle. Est-ce que ça veut dire que les autorités du pays n'ont pas compris le problème réel? C'est ça qu'il faut. C'est-à-dire qu'il y a une dimension technique. Tout ce qui est en train de se passer. Parce que des revendications, on va aller l'escalade, qu'on l'a dit tout à l'heure. C'est l'escalade qu'on va avoir. Tandis qu'il y a le problème de fond. Cette masse d'intelligence mal utilisée qui constitue la fonction publique malienne. Comment est-ce qu'on va l'amener à tirer la barre plus haut, créer plus de richesses? Mais comment on va investir aussi de façon systématique dans cette ressource-là pour qu'elle puisse arriver à ces stades-là? Voilà une question de fond. Je prends juste un exemple. Les débats sur l'approche indiciaire, mais c'est connu. Il y a une théorie, il y a des pratiques derrière. Il y a des règles. Mais au lieu d'analyser ce problème pour voir aujourd'hui où est-ce qu'on en est, des fonctionnaires qui n'existent pas, d'autres qui existent, certains qui sont en doublon. Il y a des paniers même d'emplois du Mali. Il y a des emplois au Mali qui, depuis 20 ans, existent, mais qui ne sont même pas les paniers des métiers du Mali. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace pour les classer. Juste un exemple, c'est les informaticiens. Vous les classez où? Prenez tous les documents du Mali. Il y a des responsabilités qu'ils ne peuvent pas assumer parce que ce n'est pas dans les paniers des métiers du Mali, en fait. Ça, c'est les classements indiciaires et tous les autres. Ça, c'est les questions de fond. Qu'on puisse s'asseoir et puis analyser en profondeur où est-ce qu'on en est par rapport au fait de dire qu'un salaire, une indemnité ne peut pas dépasser 15% d'un salaire. Ça, c'est une règle fondamentale de l'approche indiciaire.
Il y a des gens qui ont dit 20 fois que ça. On doit analyser ça pour que, aujourd'hui, du côté des autorités, il y a une remise en cause à faire. C'est de se dire que les problèmes ne peuvent pas se gérer de cette façon. Qu'on doit aller en profondeur, d'analyser techniquement, et ensuite la dimension politique est intégrée. C'est pour ça que cette transition, mais on va aller vers une catastrophe en disant que c'est une transition qui doit amener pour faire des élections, une transition politique. Cette transition devait poser le problème de fond du Mali. En analysant nos secteurs économiques, ce que nous sommes en train de perdre, qui aurait pu permettre de régler beaucoup de problèmes. Prenez l'exemple de l'or, les gens crient sur tous les toits. Le Mali gagne quoi dans la production de l'or? À peu près 20%. 2016, allez-y, regardez les statistiques. Ce pays a gagné à peu près 1300 milliards de francs CFA, c'est l'or qui a été vendu, à peu près 70 tonnes. Vous savez, dans tous les documents du Mali, qu'est-ce qu'il y a? L'ITE, les rapports de l'ITE, tout ce qu'on a, salaire et tout, c'est à peu près 320 milliards. Le niveau le plus haut, c'est 420 milliards. C'est un problème de fond. Comment on règle ça? Pour que le pays qui crée la richesse puisse se redistribuer. Il y a des fonctionnaires qui travaillent dans ce domaine-là. Donc, pour moi, il y a une remise en cause de part et d'autre. Mais à ce stade, pour ces grèves-là, est-ce que vous pensez, quel compromis voyez-vous entre ces différents acteurs? Le compromis, justement, c'est de dire que c'est une réflexion à long terme. Il y a des problèmes qui doivent être réglés. Il faut que les gens puissent s'asseoir ensemble. Et là, ce n'est pas pour faire une réflexion politique. Les gens viennent discuter, politique dans le sens vraiment strict du terme. Hein. On vient, on se fait plaisir, on sort avec des résolutions, tout le monde sait que ça ne peut pas marcher. Il faut sortir de là, que tout le monde soit ensemble et que le problème d'un secteur ne soit pas discuté en dehors d'un autre secteur. On voit les balances ensemble. On voit là où il y a les niches et là où il y a les blocages. Là où on ne peut pas et on le sort. En même temps, l'État doit nous proposer aujourd'hui comment est-ce qu'il va réduire son train de vie. Parce que l'un des problèmes qui s'est posé pour qu'on arrive là, c'est que l'État malien était devenu un appareil budgétivore au détriment de tous les investissements qu'on pouvait avoir, entre autres. Donc, qu'on nous montre où est-ce qu'on peut aujourd'hui faire de l'économie sur des espaces inutiles qui sont créés. Deuxièmement, comment est-ce qu'on va faire le bilan de la situation qu'on a aujourd'hui pour que tout le monde sache qu'est-ce que nous disposons pour investir. On ne peut pas mettre ce qu'on n'a pas, à moins que vous ne soyez autre chose. Et troisièmement, qu'on puisse mettre des groupes d'experts pour analyser la situation de la fonction publique malienne. Si ça reste des textes et des discours, est-ce que vous pensez que les grévistes vont l'accepter? Parce que M. Konaté parlait de crise de confiance. Mais justement, parce qu'on doit aller sur des faits. C'est-à-dire que la crise de confiance, elle est presque totale actuellement. Les gens ne peuvent céder que quand ils voient qu'ils ont le dos au mur, finalement. Et donc, le jeu qui a toujours été fait au Mali, il y a des gens aussi qui bougent, et puis bon, on essaie de satisfaire à 2 ou 3 qui vont casser le rythme de ce qui est en train de se passer, et puis on marche avec. Ça ne marchera pas. Il faut qu'on aille dans des analyses de fond aujourd'hui, de façon multidisciplinaire, et il y a des personnes habilitées au Mali pour faire ces analyses-là, de les mettre sur la table et de dire voilà ce que nous disposons, voilà où est-ce qu'on veut aller. On n'est plus dans la question des mandats, on est dans la question de l'avenir du Mali. Sur les 20, 30, 50 ans à venir, qu'est-ce que la tendance nous dégage pour nous? Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour justement créer les conditions de cette situation-là? Le monde qui crée de la richesse au Mali, le monde rural, est complètement désemparé parce qu'il ne fait même pas partie de ce jeu. Dialoguer pour trouver une entente. Qui peut mener ce dialogue-là, puisque vous parlez de crise de confiance entre ces différents acteurs? Bien. Les principes du dialogue sont connus. Il y a les différentes parties et il y a un facilitateur pour permettre le dialogue de se tenir. Alors, nous sommes forcés d'aller vers cette piste-là. Aujourd'hui, alors, j'ai dit, il n'y a pas de confiance. Mais entre nous, la confiance, c'est quelque chose qui se construit et qui s'entretient. Il y a des gages à faire. Et ce gage doit être fait par les autorités en place. Ils doivent vraiment rassurer qu'ils sont en train de travailler pour l'intérêt général de ce pays-là. Et par conséquent, un compromis de la part des différents autres acteurs est demandé. Alors, ce dialogue-là, le Mali a
tellement de jurisprudence en matière de dialogue, mais c'est regrettable de constater que là où les autorités de 91, 92 ont réussi, que les autorités actuelles ne parviennent pas à réussir. C'est vraiment dommage. Qu'est-ce qu'ils avaient et qui ont pu réussir? Qu'est-ce que nous n'avons pas et qui nous empêche de réussir? C'est cette question-là. Le dialogue national aujourd'hui, si on peut se permettre, c'est accoucher d'une souris. Est-ce que vous comprenez? Mais rien n'empêche, au vu de la difficulté que nous connaissons, que les acteurs acceptent de se parler dans les yeux, de se dire les vérités, pour dire que nous ne pouvons pas faire ça. Et vous le savez. On peut faire ça et on a les moyens. Voilà tout le compromis. Comment installer cette table de dialogue-là et faire venir tout le monde? Et je pense... Est-ce toujours possible après le discours du président Banda, ou même s'il a tenté de rassurer mon humble après avis, je vais vous dire ce que je pense du discours de Bois. De Banda ou de Bois? De Bandao. D'accord. Personnellement, certes, pour des analyses ou pour des gens qui sont attachés aux sémantiques, Bandao a commis une faute. Mais Bandao était militaire, premièrement. Deuxièmement, il a été parachuté à un niveau de décision auquel personne n'attendait. Donc, il a appelé à gérer le pays dans une cacophonie totale. Il n'a pas encore revêtu le manteau du président de la République. Après plus de 2 mois. Après plus de 2 mois. Et il n'est pas diplomate de carrière. Donc les propos de diplomate... N'a-t-il pas des conseillers ou est-ce qu'il ne les écoute pas? Mais est-ce que ce sont les conseillers qui sont pour parler à sa place? Oui, mais est-ce qu'il ne les écoute pas? Il y a les sentiments et les ressentiments d'une personne. Donc c'est son sentiment. C'est son sentiment à lui. Maintenant, si vous prenez à la lettre ce qu'il a dit, ça devient grave. Mais si vous le mettez dans son contexte, vous comprenez la personne en face, je ne pense pas que le problème doit demeurer. Ça, c'est ma conviction à moi. Je ne cherche pas à excuser ce qu'il a fait. Non, loin de moi cette idée. Mais j'ai dit dans un pays où tout est bloqué, il va arriver un moment où on est excédé. On peut lâcher des mots qu'on ne contrôle pas. Ça peut arriver à n'importe qui. Maintenant, est-ce qu'on peut se mettre... Mais si tout est bloqué, vous-même vous avez parlé d'une gestion louche des affaires. Alors, est-ce que cette gestion louche, si elle était réglée, n'aurait pas pu permettre à tous les Maliens de comprendre que réellement les choses sont bloquées? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, il appartient aux autorités actuelles de donner des gages, de confiance, de construire cette confiance-là pour que les uns et les autres acceptent de se réunir autour de la table pour débattre des problèmes du pays. Sans argent. Sans argent. Ça, c'est possible, vous êtes sûr? Mais qu'est-ce qui est impossible? Nous sommes des hommes après tout. Nous disons, on a tous dit que chacun parle du Mali, l'intérêt général, mais que dans la manifestation, il y a des problèmes. Certes, c'est parce qu'on pense que chaque fois qu'on discute avec les autorités, des solutions qui vont sortir, ce ne sont pas des solutions qui sont mises en application. Ce ne sont pas des gages de confiance. Mais quand on prend une mesure aussi difficile qu'elle paraisse, si on dit, bon voilà, on voulait exécuter, voilà les problèmes qui nous ont empêchés d'aller vers l'exécution, on rassure l'autre. Mais il ne s'agit pas de prendre des décisions, de vouloir les appliquer à tout prix, contre vent et marée, même si ça contribue à arrêter le pays. C'est ce à quoi nous assistons. Et le baromètre estime qu'un nouvel arrêt de travail de cette centrale syndicale, il s'agit bien sûr de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTEM, pourrait avoir de graves conséquences sur le pays déjà frappé par des crises sécuritaires et sanitaires. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il est possible d'éviter une autre grève de l'UNTEM? Oui, je pense qu'on peut l'éviter. De toute façon, on est dans l'impasse, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de porte de dialogue. La preuve, c'est que des négociations auraient pris entre le gouvernement et la centrale syndicale. Donc cela veut dire qu'il y a encore une piste qui peut amener. Et justement, on doit utiliser cette opportunité pour associer
tous ceux qui sont dans la situation et qui vont certainement venir, et à juste titre, parce que chacun va tirer les leçons des négociations passées pour essayer de s'investir pour avoir le maximum. Donc il faut d'abord, réunir l'ensemble des syndicalistes, des syndicats, pour dialoguer, discuter. Et cela passe aussi par la double action. Il faut d'abord qu'on puisse connaître qu'est-ce qui existe aujourd'hui. Qu'est-ce que le Mali dispose pour pouvoir régler ces problèmes. Et les problèmes sont assez nombreux. Et où est-ce qu'on est en train d'aller pour mettre ces ressources-là pour pouvoir les régler. On peut régler partiellement certains des problèmes qui sont réglables, entre guillemets, mais il ne faut pas créer des situations qui vont être des héritages catastrophiques pour les gens qui vont venir. Le Mali ne peut plus faire ça. La transition doit baliser pour aider à ce que le Mali ne connaisse plus ce que nous sommes en train de connaître. Parce qu'on a toujours réglé les problèmes en surface. Mais toute décision qui va être prise aujourd'hui par la transition va se répercuter sur ceux qui vont être élus dans quelques mois et dans notre pays. En ce qui concerne les administrateurs civils, est-ce que vous pensez que l'État envisage de négocier avec eux quand on voit les différentes nominations, les projets de décrets qui sont adoptés à travers les conseils de ministres? Est-ce que l'État n'envisage pas de les remplacer tout court? L'État n'a pas le choix. Un État ne peut pas se passer de ses administrateurs. Maintenant, chacun a sa stratégie de négociation. Peut-être que les gens peuvent choisir une mauvaise piste, qui est de dire essayons de remplacer peut-être, et puis à un moment il y aura une réaction, ou de dire mais laissons les choses se pourrir tout simplement, et que le peuple ne se sente pas administré. Et ça va créer un déclic peut-être de patriotisme pour que les gens viennent. Chacun a sa manière de procéder. Peut-être qu'on jugera d'ici quelques mois si c'est la stratégie qui est adoptée est la bonne. Parce que vous pensez que cette grogne va durer encore mais ça va durer, parce que même si on commence aujourd'hui les négociations, mais on ne peut jamais satisfaire. Je vous garantis qu'aujourd'hui, si le Mali fait le point, on ne peut jamais satisfaire à toutes les exigences qui sont sur la table. On ne peut que négocier. Et ça va progressivement peut-être reprendre et de dire qu'est-ce qui existe et comment est-ce qu'on va avancer avec ce qui existe aujourd'hui. On n'a pas le choix, il faut aller vers le dialogue, et le dialogue doit se faire sur la réalité d'abord des faits, avec des faits qui sont analysés, et ensuite qu'on aille vraiment sur de la sincérité de ce que la transition peut faire, et cette construction va être pour le long terme. Sinon on est en train de faire de conjoncturel à tout bout de champ, et le structurel laissé complètement de côté, et ça ne règle pas le problème du Mali. Rapidement, quand vous analysez l'évolution de la situation, pensez-vous que cette grogne sociale va durer encore, va perdurer? Bon, c'est vrai, au vu des différentes déclarations, on a bien peur que ça perdure. Mais nous pensons que les différents acteurs vont mesurer les enjeux et prendre toutes leurs responsabilités pour dire qu'on ne peut pas continuer dans cette situation. Il faut qu'on s'accepte, il faut qu'on se parle. Le dialogue est important. Quelles que soient les difficultés des problèmes qui se posent, si on ne se parle pas, on n'a pas les solutions. D'accord, et s'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Espérons que les différents acteurs vont trouver des solutions à cette grogne sociale. Merci à nos invités, Mamadou Goïta, directeur de l'Institut de recherche et de promotion des alternatives en développement IRPAD, Brahima Konaté, membre de l'Association malienne des droits de l'homme. Vous suivez les programmes de Studio Tamani sur 85 radios, 5 télévisions et à travers plusieurs plateformes de diffusion. À la régie vidéo et audio, Salim Diouara et Mamadi Keïta. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.